Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo consacrée aux 36 ans de cinéma asiatique, de 1984 à 2020. Cette deuxième partie sera consacrée aux années 2000-2010 jusqu'à 2020 donc. Je présenterai comme dans la première vidéo un film chaque année pendant environ 1 minute 30, 2 minutes pour pas que la vidéo soit trop longue. Ça vous avait manqué Et je ne serai encore une fois pas seul. J'aurai quelques invités qui ont accepté de participer à cette vidéo. Je les en remercie grandement. Leur chaîne sera en description de la vidéo. Donc c'est parti. On commence avec le nouveau millénaire, l'année 2000. Film qui servit d'union entre l'Orient et l'Occident et bénéficiant d'un joli succès dans les salles françaises avec presque 2 millions d'entrées. J'avais moi-même été voir le film 4 fois au cinéma. Tigre et Dragon est un film mêlant romance poétique et combat aérien à la limite du rêve. En dépit d'une séquence trop longue dans le désert, le film propose un spectacle aux images magnifiques, sublimé par une musique envoûtante, soulignant la grâce des personnages qui passent leur temps à défier la gravité dans des combats chorégraphiés par Yuen Woo-ping. Et si l'épée destinée est au centre de l'intrigue, on se concentrera tout aussi bien sur les personnages, certains baignant dans une sorte de naïveté adolescente qui contraste avec la violence de certaines scènes. Avec un casting de rêve comprenant Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Shang Chen et la légendaire actrice Cheng Pei-pei, le film est réalisé par Ang Lee et doté d'un budget de 17 millions de dollars et réalisera au total un score de 213 millions de dollars. Un joli succès donc, qui ouvrait la porte à tout un tas de films comme Le secret des poignards volants en 2004 ou Héros avec Jet Li et Donnie Yen. Fei Lan est l'un des plus beaux films que j'ai vus. Une œuvre à la mélancolie douce, suivant le destin de deux personnages joués par Choi Min-sik et Cecilia Cheung. Cecilia Cheung. Encore une actrice incroyablement douée qui a vu sa carrière partir en fumée à cause d'une série d'événements malheureux. Sacré Edison Chen. Petit enfoiré, va. Fei Lan est un film nous racontant le parcours de deux âmes égarées. D'un côté, un Choi Min-sik absolument génial en gangster pathétique et dépassé et qui ne sait s'exprimer qu'à travers les coups et les cris. Et de l'autre, une Cecilia Cheung tout en douceur, en tendresse et en retenue. Avec sa narration tout en scène parallèle qui suit l'évolution des deux protagonistes, le film ne sombre jamais dans le mélo et reste très juste dans ses émotions qui achèveront de nous prendre à la gorge lors d'un final bouleversant. Et nous allons maintenant parler d'un des films les plus importants de ma vie. Mêlant habilement une angoisse sourde et une émotion rare, portée par des actrices tout simplement habitées par leur rôle, une musique hors de ce monde, puissante et presque vivante et faisant partie intégrante du casting comme un véritable personnage vivant, Darkwater est une expérience dont, même au moins à la 150e vision, je ne ressors jamais indemne. La force du scénario est de mêler le fantastique et le drame social. Ainsi, le fantôme qui hante l'immeuble et harcèle Ikuko et sa mère Yoshimi n'est rien d'autre au final qu'une victime cherchant désespérément quelque chose. En pleine procédure de divorce, Yoshimi doit affronter à la fois le stress du quotidien et cette tache d'eau au plafond qui s'agrandit de jour en jour, comme un mauvais présage. Les actrices sont remarquables, toutes en fragilité, en incertitude, mais portant au fond d'elles-mêmes un amour si puissant l'une pour l'autre qu'elles seront capables de tous les sacrifices. Ryo Kano, qui joue la petite Ikuko, est pour son âge remarquable, adorable et dégageant une telle émotion devant la caméra qu'elle sublime toutes ces scènes.
et l'alchimie avec sa mère est saisissante. Les 10 dernières minutes du film sont les plus puissantes et les plus émouvantes que j'ai vues de ma vie. Et j'ai beau connaître le film par cœur, l'émotion me saisit toujours autant. La scène finale, à savoir le retour d'Ikuko dans l'immeuble des années plus tard, ne fait que renforcer la puissance de ce final. Je tire d'ailleurs mon chapeau à l'actrice qui joue Ikuko adolescente, qui pendant à peine 5 minutes de présence à l'écran sait retranscrire toute l'émotion et l'histoire du personnage. Darkwater est un chef-d'œuvre absolu. Si par je ne sais quel miracle vous n'avez pas encore vu Darkwater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais attention, ce film ne vous quittera plus jamais. Issu du projet Duel, au cours duquel 2 réalisateurs étaient mis au défi de réaliser chacun un film en une semaine avec uniquement 2 acteurs, To Hell Deka, tourné en seulement 8 jours, et le tournage se déroulant également la nuit par Yukihiko Tsutsumi, le film nous raconte l'histoire de 2 colocatrices, toutes 2 actrices qui ont postulé pour le même rôle. Alors qu'elles attendent la réponse du réalisateur, la soirée va s'envenimer entre les 2 jeunes femmes. Alors avec un scénario et un concept pareil, il fallait 2 actrices solides pour tenir le film à bout de bras. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Maho Nonami et Eiko Kwake ont fait un travail incroyable. L'une joue une jeune starlette à la conscience hantée, et l'autre une jeune naïve à qui l'on a promis monts et merveilles à Tokyo. 2 jeunes femmes que rien n'unit à part la volonté de percer dans le métier. Grâce à une réalisation intense, faite de placements de caméra intéressants et de voix off au début du film, révélant les réelles pensées des colocatrices l'une sur l'autre, on sent la tension montrer rapidement jusqu'à déboucher sur un déferlement de violence. D'ailleurs, la fin laissera un goût amer au spectateur. D'ailleurs, Az l'épouvantail a fait une excellente vidéo sur le projet Duel. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. On enchaîne avec l'année 2004. Largué par son fiancé, Joey, interprété par Shuki, tente de mettre fin à ses jours mais n'y parvient pas. Retrouvant le goût à la vie, elle se rend alors compte qu'elle est enceinte de son ex et également qu'elle peut voir des fantômes. Ah, Shuki. Qu'est-ce que j'aime cette femme. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Désolé, j'ai pas su me retenir. L'ambiance du film est prenante et sombre, et s'il est vrai que quelques effets tombent à l'eau à cause de certains effets spéciaux ratés, certaines scènes sont vraiment oppressantes et restent en mémoire. Une fois les enjeux dévoilés, on se rend rapidement compte qu'on va au-delà du simple film de spectre asiatique post-Ring. Ici, les fantômes ont des motivations valables et des émotions, ce qui ajoute un point narratif vraiment appréciable. Shuki, qui... Kiki. Merci, je reprends. Shuki, qui est absolument divine, joue un rôle qui ne tombe pas dans le cliché de la femme qui passe son temps à hurler et incapable de prendre des décisions sans l'aval d'un homme. Ici, elle évolue et devient mature tout en affrontant l'épreuve de la maternité et les apparitions des spectres. Alors, Danny et Oxide Pang ne sont absolument pas des réalisateurs de génie, on est bien d'accord, mais pour moi c'est clairement leur meilleur film. Film par lequel débutera la collaboration entre le réalisateur Wilson Yip et l'acteur Donnie Yen, SPL, un polar d'une noirceur abyssale et d'une violence crue, est l'histoire d'un flic condamné par une tumeur au cerveau, joué par Simon Yam, qui va tout faire pour coincer un criminel campé par Sammo Hung, quitte à tomber dans l'illégalité. Avec son équipe, dont un nouveau venu incarné par Donnie Yen, ce sera pour eux une véritable descente aux enfers auquel personne n'échappera. Et quand j'ai découvert ce film, quelle claque je me suis pris dans la tronche. Je sortais d'une période un petit peu difficile personnellement, professionnellement et psychologiquement. Et ce film, je dirais pas qu'il a ravivé la passion pour le cinéma asiatique parce qu'elle ne m'a vraiment jamais lâché.
mais je sais pas, ça l'a boosté d'une manière qui m'a complètement transporté. En dehors de la noirceur de son récit, le film se distingue par des scènes de violence extrêmement graphiques, notamment dans les combats impliquant Woo Jin. Le fight final Donnie Yen contre Sammo est d'une brutalité extrême, que ce soit dans sa chorégraphie ou son résultat final. Par le biais de quelques petites scènes, les personnages nous sont rendus attachants, ce qui rend la suite du film encore plus dure émotionnellement. SPL est ce genre de film qui vous prend aux tripes et ne vous lâche plus. Et pour l'année 2006, j'accueille un nouvel invité qui a eu la gentillesse de bien vouloir se prêter au jeu et à participer à la vidéo, Mister Cult, qui va nous parler du Maître d'armes réalisé par Ronnie Yu. On t'écoute mon pote. Salut Jonathan et merci de m'inviter pour ta vidéo. Pour ma part, j'ai choisi de parler d'un film qui est sorti en 2006 et qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, Le Maître d'armes réalisé par Ronnie Yu. This man was fearless. Ronnie Yu, c'est un cas un peu à part dans le cinéma asiatique parce qu'il avait marqué le genre du wuxia dans les années 90 avec La mariée aux cheveux blancs et Magic Warrior. Puis comme ses confrères Tsuark et John Woo, il a décidé de partir aux États-Unis. Mais là où on s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'on attend en général des cinéastes hongkongais, à savoir du cinéma d'action bien bourrin, il est parti dans l'horreur avec l'excellent La fiancée de Chucky et avec le sympathique mais très inégal Freddy contre Jason. Lassé de cette expérience, il décide de retourner dans son pays natal pour proposer un pur bijou du cinéma d'action réunissant trois des plus grosses pointures du cinéma d'action asiatique, à savoir Ronnie Yu à la réalisation, donc Jet Li dans le rôle principal et Yuen Woo-ping pour les chorégraphies. S'inspirant de la vie du Yang-ja ou dans la tenue et la posture, Jet Li s'inspire beaucoup de Wong Fei-hong, iconisé par Tsuark dans la saga Il était une fois en Chine, pour créer sa vision du personnage. Grand maître rendu célèbre pour s'être mesuré aux meilleurs combattants des pays étrangers pour redonner à son pays sa fierté, Ronnie Yu y propose à être le maître d'armes un magnifique hommage à tout un pan du cinéma asiatique, redonnant au genre ses lettres de noblesse qui avaient un peu perdu de sa superbe vers la fin des années 90. Le maître d'armes s'apparente à un vrai retour aux sources pour Ronnie Yu, assez déçu de son expérience américaine. Jet Li qui avait enquillé les navets avec Roméo doit mourir, The One ou encore En sursis. Seul Yuen Woo-ping s'en est admirablement sorti avec les chorégraphies de Matrix, Tigres et Dragons ou encore Kill Bill. Doté de moyens conséquents pour mettre en scène ses combats, le film est une véritable claque où la dimension épique et humaniste de son histoire se lie à la beauté des images. Vrai film sur l'apprentissage du respect, le maître d'armes se révèle par des combats imposants et spectaculaires sans laisser d'identification au spectateur, jusqu'à un final déchirant où le héros y perd son iconisation pour y redevenir un homme. Un film puissant et parfaitement maîtrisé, redynamisant les codes du cinéma d'action asiatique tout en gardant la philosophie martiale dans son discours. Un film où trois génies se transforment pour proposer dans sa décennie l'un des films d'action les plus beaux, les plus poignants et les plus jouissifs en termes de mise en scène. Personnellement, j'appelle ça la grande classe. C'était Mister Q, je te redonne la parole, Jonathan. Ciao. Eh ben merci beaucoup pour ta participation mon gars, ça fait vraiment plaisir. Sa chaîne est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite. On poursuit avec l'année 2007. Benny Chan prouve une nouvelle fois en 2007 qu'il est un excellent faiseur de films d'action en signant un polar urbain ultra efficace, mettant en scène Jessie Chan, Chon Yu et Nicolas Tse dans la peau de trois flics unissant leurs forces et leurs différences de caractère pour arrêter un gang dans lequel on retrouvera Woo Jin et Andy On. Si l'utilisation de câbles est bien visible dans certaines scènes d'action, il faut tout de même souligner l'excellente performance physique du trio vedette face à des artistes martiaux confirmés comme Woo Jin et Andy On. Pour contrebalancer sur un scénario somme toute assez classique, le film nous offre tout un lot de combats et de courses-poursuites, dont une spectaculaire sur les toits de la ville, ainsi qu'un final bien bourrin. Même si le message un peu balourd du film, à savoir « soyez gentil, pas méchant », principalement véhiculé par le personnage de Jessie Chan, peut vite agacer, Invisible Target est un très bon actionneur, porté par un trio d'acteurs dont l'union à l'écran fonctionne aussi bien dans les scènes d'action que dans les quelques scènes plus légères de comédie qui parsèment le film. Un excellent divertissement donc, dont le plaisir de visionnage reste intact depuis 13 ans. Quelque chose a changé? Ah, je vois pas quoi, non?
Le cinéma d'horreur asiatique m'a toujours profondément marqué, que ce soit pour ses personnages iconiques comme Sadako ou Kayako, l'intelligence de leur scénario ou leurs scènes d'horreur ultra angoissantes. Avec la vague de films d'horreur thaïlandais popularisés avec Shutter en 2004 et Alone en 2006, Coming Soon vient en 2008 ajouter sa pierre à l'édifice en proposant un film hyper marquant, mais surtout particulièrement effrayant. Coming Soon nous raconte l'histoire d'un spectre de film d'horreur qui a la capacité de surgir dans notre réalité, et comment les membres d'une équipe de tournage vont tout faire pour l'arrêter. Dit comme ça, on pourrait évidemment penser à un plagiat éhonté de Ring, mais le film trouve rapidement sa propre personnalité et se détache de ses influences assez rapidement. Comme ses aînés Alone et Shutter, Coming Soon bénéficie d'une intrigue astucieuse qui se révèle au fur et à mesure du film, et de scènes d'horreur vraiment flippantes, notamment grâce à une ambiance sordide et à un spectre traumatisant de par son look et son histoire. Coming Soon s'amuse très bien de son concept de film dans le film, et en résulte une œuvre intense, effrayante à ne pas mettre entre toutes les mains. Il ne révolutionne rien, on est bien d'accord, mais reste une pièce maîtresse de l'horreur thaïlandaise, et reste inoubliable grâce à son spectre et à certaines scènes vraiment efficaces et extrêmement glauques. Accident suit une équipe d'assassins composée entre autres de Louis Ko et Stanley Fung, dont la spécialité est de faire passer les meurtres pour des accidents. Sauf qu'un jour, l'équipe sera à son tour victime de leur méthode. Soi Chang, réalisateur de Dog Beat Dog et de Love Battlefield, propose avec Accident un polar misant sur son intrigue et ses personnages plutôt que sur l'action pure. Le film captive de par son ambiance et ses personnages, mais on sent quand même dans le rendu général une influence un peu étouffante du producteur Johnny To. En 2010, Pango Chung jonglera avec les deux extrêmes, puisqu'il signera d'un côté un catégorie 3 social ultra violent avec Dream Home, et de l'autre une comédie romantique avec Shonu et Myriam Young. 2010 étant une année extrêmement riche en bons films, il m'a fallu faire un choix, et nous allons donc parler de Love in a Puff, premier volet de ce qui deviendra l'une des trilogies romantiques hongkongaises les plus réussies, sinon la plus réussie. Love in a Puff est l'histoire de deux employés, interprétés par Shonu et Myriam Young, qui se rencontrent lors de leur pause cigarette quotidienne, puisque depuis la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux clos, les salariés ont pris l'habitude de prendre leur pause cigarette dans les petites ruelles près de leur entreprise. Des sentiments naissent entre eux, mais ils n'osent pas franchir le pas, jusqu'à un jour de 2009, où le gouvernement décide d'augmenter fortement le prix des cigarettes. Comme beaucoup de fumeurs invétérés, ils doivent alors partir très loin pour trouver les paquets les moins chers et vont, par ce fait, petit à petit se rapprocher. Les critiques élogieuses qui entourent le film sont amplement méritées. Oui, Love in a Puff est l'une des meilleures comédies romantiques hongkongaises. Réaliste, tendre et humain, le métrage nous balade dans la vie de deux Hongkongais, entre deux nuages de fumée, entre deux balades le soir après le boulot, entre deux textos. L'alchimie entre Myriam Young, aussi magnifique que charismatique, et le très talentueux Shonu fonctionne du tonnerre et transporte le film. Le couple est attachant, crédible et beaucoup de moments de complicité sont vraiment réussis. Drôle, ponctué de nombreux dialogues bien écrits et porté par un duo d'acteurs excellents, Love in a Puff est un film à voir absolument même si vous n'êtes pas fan du genre. Ah, et 2010, c'est aussi l'année de mon premier voyage à Hong Kong. Des putains de bons souvenirs. Un enquêteur joué par Takeshi Kaneshiro se rend dans un petit village dans une Chine du début des années 1900, dans lequel un père de famille sans histoire, interprété par Donnie Yen, a tué deux malfaiteurs venus le cambrioler. Wuxia est le mélange parfait entre une enquête policière et des scènes d'arts martiaux bien troussées. Avec un casting de talents confirmés comme Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro, Kara Oi et Jimmy Wang Yu, le film rend hommage aux Wuxiapiens de l'époque avec le thème du sabreur manchot, du père tyrannique et de la retraite du héros. La photographie est élégante, tout comme la réalisation de Peter Chan, déjà responsable du génial Warlords en 2007. Wuxia est un film brillant, même s'il n'est pas évidemment exempt de quelques défauts et d'une certaine prévisibilité, et il rend parfaitement hommage à tout un pan du cinéma asiatique.
Lorsqu'Anna, une jeune étudiante, s'éprend d'un mystérieux jeune homme, elle est loin de deviner son secret, celui d'être un homme loup. L'amour étant le plus fort, ils auront 2 enfants avant que le destin ne les rattrape. Forcée d'élever seule ses 2 enfants, Anna sera confrontée à bien des épreuves, les plus dures venant de ses enfants eux-mêmes atteints du même syndrome que leur père. En plus d'être un animé magnifique visuellement, Les Enfants loups traitent de plusieurs thèmes forts et universels, à savoir les enfants, leur éducation, leur avenir, leur épanouissement au sein d'un environnement familial brisé. Le côté fantastique du film ne prend jamais le pas sur le reste et le dosage est parfait du début à la fin, tout comme le traitement et développement des 3 personnages principaux qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Un pur chef-d'œuvre donc, qui pour moi se hisse sans problème au niveau de films comme Le Tombeau des Lucioles ou Pogno sur la falaise. S'il fallait encore prouver qu'Armanio est l'un des meilleurs réalisateurs de Hong Kong, c'est chose faite avec ce film. Tout comme Ip Man Legend is Born, qu'il réalisa quelques années plus tôt, Final Fight nous conte ici un épisode de la vie du maître de Bruce Lee. Interprété par Anthony Wong, véritable légende du cinéma hongkongais et habitué à travailler avec le réalisateur. Le film est captivant même si l'histoire reste conventionnelle et que l'on n'évite pas certains clichés. Anthony Wong est formidable, tout le film est quasiment porté sur ses épaules. Il incarne Ip Man tout en retenue, en sagesse, et fait passer beaucoup d'émotions à travers son regard. Et il est également très crédible dans les scènes de combat, qui sont savamment dosées, ni trop, ni pas assez, et qui sont très bien chorégraphiées. D'ailleurs, son face-à-face avec Eric Tsang est court, mais crédible, et il est bien mis en scène. Il y a aussi un mini-combat Eric Tsang contre Ken Lo, le truc complètement improbable, mais vachement plaisant. Le film est très bien réalisé, avec quelques travelling soignés. La photo est super propre, la reconstitution du Hong Kong des années 50-60 est bien faite, même si l'on distingue beaucoup trop les miniatures lors des vues aériennes dont on aurait pu se passer. J'aime également beaucoup la relation entre Ip Man et la chanteuse de cabaret jouée par Rose Chan. Une relation très touchante, mais qui sera mal acceptée par les élèves du maître. Le film est empreint d'une certaine nostalgie qui transpire par moments, sublimée par une magnifique BO. Les dernières images du film sont poignantes. Bref, c'est une réussite totale. Et je dois bien le dire, c'est mon film Ip Man préféré. Et voilà qu'avec mes 30 ans arrive l'année 2014. Voilà à peu près l'état dans lequel j'étais après mon premier visionnage de Anna Dama. Mizuki est une nouvelle étudiante qui s'est installée en ville avec ses parents suite à des problèmes dans son ancien lycée. Malheureusement pour elle, son calvaire ne fait que commencer, une bande de 4 filles semant la terreur et elle va s'en prendre plein les dents. Elle se fera une amie en la personne de Kiri, jeune fille passive qui elle aussi essuie régulièrement les brimades des autres. Un garçon, Sibane, va venir se greffer au duo, subissant pour sa part les humiliations constantes de 2 profs. Le début du film et la majeure partie en fait nous montrent les déboires des 3 élèves qui doivent faire face à une classe hostile, une classe étrange d'ailleurs ne contenant qu'une quinzaine d'élèves et quelques professeurs complètement dérangés. Alors ça va être difficile de faire la critique d'un tel film qui mélange plusieurs genres, dont le film de lycéen, le drame familial, le gore et l'horreur, pour former au final 1h45 de pur délire typiquement japonais. La majeure partie du film nous montre le quotidien de nos 3 héros, les liens qui se renforcent entre eux et le désir de prendre leur revanche qui monte petit à petit. Sans trop en dire, on pourra noter tout au long de cette partie une ambiance pesante, d'autant plus que les lieux dans lesquels évoluent les acteurs sont vides de toute vie à part la leur. Pas de rue fréquentée, pas de vue sur le lycée autre que la salle de cours et le toit, on se croirait presque dans un monde post-apocalyptique. Bon, je me doute bien que c'est plus dû à un manque de budget qu'à une véritable intention de réalisation, mais peu importe, ça renforce la cohérence de l'univers et son étrangeté surtout. Et ce n'est pas auprès de ses parents, qui sont complètement cinglés, qu'elle pourra trouver une once de réconfort, la mère développant des phobies et le père agissant comme un tyran envers elle.
Dans cet environnement pervers et malsain, le spectateur n'a pas le temps de souffler ni de s'ennuyer. Le rythme est hyper soutenu, il se passe toujours quelque chose. Et ce jusqu'à ce que le film bascule dans l'horreur et le fantastique. Sans rien révéler qui gâcherait l'effet de surprise, cette deuxième partie du film, les 30 dernières minutes, sont complètement folles, délirantes et avec quelques excès gore faits avec les moyens du bord. Et un pur concentré de folie typiquement japonaise. Le réalisateur est souvent surnommé le David Cronenberg japonais et on sent que ce titre n'est pas du tout usurpé. Je me suis penché sur sa filmographie après le visionnage de Anadama et le mec n'a pas l'air d'y aller souvent avec le dos de la cuillère. Niveau réalisation, rien à signaler. C'est un direct ou vidéo et ça se voit. C'est assez simple dans tout. Cadre, lumière, dialogue, etc. Ne cherchez pas un sens à tout ça. Anadama est un film délirant, fait avec peu de moyens mais disposant d'un vrai univers, ne proposant que du sadisme gratuit et du pur délire visuel. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais pour les curieux et les amateurs de cinéma déviant, Anadama est une pépite à voir coûte que coûte. En 2015, j'étais en vacances à Hong Kong avec des amis. Et un jour, je me balade en ville. On avait décidé de chacun faire ce qu'on voulait de notre côté pour une journée. Et moi, donc, je me balade en ville. Et je passe devant un cinéma. Donc, je regarde ce qu'il y a à l'affiche par curiosité. Et je vois qu'il y a ce film qui est proposé, donc, She Remembers He Forgets. Donc, je lis le résumé, je vois le casting. Et je m'interroge, je me dis, tiens, ça a l'air pas mal ça, est-ce que je vais le voir? Je me pose la question, est-ce que je vais m'enfermer 2 heures dans une salle de cinéma, alors que je suis quand même à Hong Kong pour quelques jours, et que ces 2 heures-là, je peux les passer à explorer la ville, à découvrir des nouveaux lieux, tout ça. Et sachant que le film finira bien par être disponible d'un moyen ou d'un autre. Donc j'ai choisi de ne pas y aller et de continuer à me balader en ville. Ah là, si j'avais su et si j'avais vu ce film en salle à Hong Kong. Ah. Parce que je vous le dis, She Remembers He Forgets est dans mon top 10 de mes films hongkongais préférés. C'est une petite pépite, un petit joyau dont je vais vous parler brièvement. She Remembers He Forgets nous raconte l'histoire d'un couple qui a de plus en plus de mal à communiquer et dont la femme, interprétée par Myriam Young, va se plonger dans ses souvenirs et revivre ses jeunes années au lycée. Sans jamais tomber dans la niaiserie et en restant toujours juste et plein d'émotions, le film nous invite à un voyage dans la nostalgie. Tout en évoquant d'autres thèmes, comme la communication dans un couple, l'épreuve du temps, le regret et la survie de nos rêves face à la réalité du monde adulte, She Remembers He Forgets nous offre une tranche de vie et une sublime histoire d'amitié. Avec une photographie impeccable, accompagnée par une BO magnifique, d'ailleurs j'écoute le thème principal en boucle depuis que j'ai vu le film, ainsi que de superbes plans de Hong Kong, dont un survol des buildings par un avion, hommage à l'ancien aéroport. La plongée dans le film se fait avec grand plaisir, d'autant plus que tous les acteurs sont formidables, de Myriam Young en passant par les petits jeunes Cecilia So et Neo Yo. Bref, le film est un pur chef-d'œuvre et un véritable cri d'amour à Hong Kong et à la nostalgie de nos années lycéennes. Bref, je l'ai souvent dit sur la chaîne, mais je trouve que 2015 a été une année exceptionnelle pour le cinéma asiatique en général et de Hong Kong en particulier. J'en parlerai plus profondément dans une prochaine vidéo qui sera spécifiquement consacrée au sujet. Donc on avance, 2016. J'ai eu un coup de cœur immédiat pour ce film à sketch hongkongais, qui d'ailleurs fait suite à Good Tech, sorti la même année. D'une sensibilité et d'une émotion juste très humaine et réaliste, Good Tech 2 nous transporte à la rencontre de quelques personnes, de leurs doutes, de leurs regrets, leurs espoirs et leurs histoires d'amour. Magnifiquement joué, très bien réalisé et tout en subtilité, le film se suit avec plaisir et chaque histoire apporte son lot d'émotions et de réflexions, que ce soit sur le temps qui passe, l'amour tardif ou encore les regrets.
jusqu'à former un tout cohérent, rempli de tendresse et d'humanité. Alors, si la quatrième et dernière histoire est plus légère que les autres, les 3 premiers sketchs sont de purs bijoux, menés par des acteurs excellents et tous investis par leur rôle. Edison Chen le maudit est formidable, du même que Maria Cordero qui vient lui donner la réplique, pour finir enfin par Eric Tsang, formidable de tendresse en retraité qui tombe amoureux de sa voisine. Et avec l'année 2017, j'accueille mon dernier invité, Merej, qui va nous parler du film The Brink. On t'écoute mon gars, c'est à toi. Salut les confinés, c'est Merej, je fais un petit big up à Jonathan Asia et je viens parler aujourd'hui de The Brink, B-R-I-N-K, un Brink. Voilà un film qui date de 2017 avec Max Zhang, le fameux Max Zhang, pour moi c'est le nouveau Donnie Yen, c'est la nouvelle star montante, le mec qui a joué notamment dans Hitman 3, dans SPL 2, c'est du très très lourd, si vous le connaissez, vous savez que le mec ne rigole pas du tout. Et donc The Brink, c'est un gros blockbuster d'action, voilà, avec dans le rôle du méchant Shan Yu, qu'on a pu voir dans Invisible Target par exemple. Voilà, lui aussi, il est très très bon. Et c'est pas très souvent qu'on le voit en méchant, donc ça fait plaisir, voilà. Et on a également Yu Wu, qui joue dans Paradox, notamment, qui est appelé Chapolong 3 parfois, même si c'est une erreur. Et donc voilà, tout ce petit monde joue dans The Brink, qui est pour moi le meilleur polar kung-fu que j'ai vu depuis des années. Franchement, ça déboîte, les scènes d'action sont complètement incroyables. Alors bon, le scénario, je vais pas vous le spoiler pour pas vous gâcher le plaisir. Il est assez simple de toute façon. C'est-à-dire que c'est 2 flics qui doivent faire tomber un gangster local. Alors voilà, dans le film, vous aurez des triades, vous aurez des chorégraphies avec une couleur rouge de ouf sur la première scène, jaune sur la deuxième. Après, il y aura des combats dans des parkings, où les gens sont attachés, par des menottes. Donc ça donne, vraiment des mouvements de caméra très intéressants, des chorégraphies très intéressantes. En plus, il y a beaucoup d'argent, il y a une histoire de bateau, d'or, de triade. Donc il y a même du kung-fu sous l'eau. Ensuite, il y a du kung-fu sur un bateau avec des tonnes de flotte qui leur tombent sur la gueule. Enfin, c'est carrément canon. J'ai adoré ce film. Et je vous le recommande chaudement parce que vraiment, c'est un petit bijou. Et puisque, j'ai envie de dire, parfois les mots c'est bien, mais les images c'est mieux, je vous propose de regarder un tout petit extrait, vous allez voir, c'est complètement barjo et tout le film est de cette qualité. Et voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment de la bombe atomique. Voilà, c'est vraiment le meilleur polar kung-fu que j'ai vu depuis très longtemps. En plus, la photographie est magnifique, les effets spéciaux sont magnifiques, la prestation des comédiens est parfaite, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être au niveau du scénario des personnages qui servent un petit peu à rien, notamment le personnage féminin qu'on aurait pu enlever de l'histoire. Mais bon, en dehors de ça, c'est du très lourd, du très solide. Et donc, jetez-vous sur The Brink, qui, moi, en plus, dans mon entourage, c'est très bizarre, même mes potes fans de Hong Kong ne connaissent pas ce film.
On ne sait pas trop pourquoi, il est passé un petit peu inaperçu. Et pour couronner le tout, voilà, l'affiche est magnifique, elle est sublime. Voilà, peut-être qu'on arrivera à l'intégrer comme par magie, je ne sais pas si c'est possible. Et voilà, ça sera mon conseil du jour, mon conseil du soir. Jetez-vous sur The Brink. Et puis, allez-y, hein, likez cette vidéo, hein, abonnez-vous à la chaîne de Jonathan Asia, hein, abonnez-vous à ma chaîne aussi, hein, c'est Merege, ma chaîne, hein, c'est pas compliqué. Et puis, j'ai envie de vous dire, à très vite. Allez, ciao les confinés. Merci mon gars pour ta participation et ton avis. C'est vrai que The Brink est une grosse tuerie. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Merege, tout comme les chaînes de tous mes autres invités. Allez vous abonner immédiatement. On se rapproche bientôt de la fin de la vidéo avec l'année 2018. Liver Leaf est un film japonais nous racontant les mésaventures morbides d'une jeune lycéenne qui sera victime d'un harcèlement et de brimades beaucoup trop poussées, jusqu'à ce qu'elle décide de se venger d'une manière extrêmement violente. Et c'est tout ce que le film va nous raconter. Mais il le fait d'une manière... Une atmosphère étrange et malsaine plane sur tout le film et le rend captivant, mais soyons honnêtes, sous sa réalisation élégante et son esthétique soignée, Liver Leaf n'est malheureusement qu'un film de vengeance assez banal dans sa forme et dans son fond. S'il traite de la violence et du harcèlement scolaire, le film ne se démarque pas vraiment et s'avère même un peu mou si on le compare à d'autres œuvres du même style. Bon, les scènes de violence sont tout de même marquantes. Les gros jets de sang rouge vif sur le blanc de la neige d'hiver donnent un cachet certain, d'autant plus que la cruauté n'est franchement pas en reste dans l'ensemble du film. J'ai trouvé la fin, tout en nostalgie, vraiment réussie, et mettant un point final brillant à un film sympathique mais qui aurait mérité un peu plus d'énergie et de punch pour vraiment se hisser dans le top du genre. Bref, malgré ses défauts, Liver Leaf est un film que j'apprécie particulièrement. Voyons donc quel était mon film préféré de l'année dernière, puisque nous sommes déjà en 2019. C'est parti. Et oui, c'est un film que j'ai déjà traité sur la chaîne, mais si je dois être tout à fait honnête, c'est le film asiatique qui m'a le plus marqué l'année dernière. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensaient que ça allait être Parasite, que j'ai au passage beaucoup aimé, même si je n'en ai pas parlé sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai été un petit peu saoulé par contre de tout le battage médiatique qu'il y a eu autour, même si je suis content qu'il ait eu ses récompenses. Ça m'a donné un petit peu l'impression que les gens découvraient soudain que le cinéma asiatique était génial. Donc bon, pourquoi pas, mais voilà, personnellement j'ai préféré Face à la nuit. Donc je vais en parler brièvement, puisque je l'ai déjà traité sur la chaîne. Ce que j'aime particulièrement dans Face à la nuit, c'est son ambiance mélancolique et sa construction narrative qui suit le personnage principal à travers les 3 nuits les plus importantes de son existence. À travers un pays tantôt plongé dans le futur, tantôt ancré dans le présent, tantôt dans le passé, mais laissant à chaque fois ses personnages dans une sorte de solitude, le film nous raconte la construction d'une âme en peine à la recherche de ce qu'il a perdu au cours de sa vie et qu'on découvrira au fur et à mesure. Et nous attaquons enfin le dernier film de cette vidéo, avec le film asiatique que j'ai pour l'instant préféré cette année. Et on conclut avec 2020. Oui, 2020, c'était facile à deviner. Et oui, là encore, on retrouve un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, Enter the Fat Dragon, avec Donnie Yen. Donc Donnie Yen qui a ouvert 2020 en nous proposant Hitman 4 et ce Enter the Fat Dragon. Je préfère pour l'instant ce Enter the Fat Dragon, même si j'ai beaucoup aimé Hitman 4,
que j'ai trouvé quand même encore un peu trop grossier et classique dans l'écriture et de l'histoire et des personnages, tandis que ce Hunter the Fat Dragon est un divertissement tout à fait sympathique avec de bonnes scènes de comédie, un Donnie Yen qui s'éclate, qui s'amuse à fond et qui nous livre quelques scènes d'action franchement très bien troussées. Et voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de temps à la faire. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à me parler vous-même de vos films préférés. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes des youtubeurs qui vont participer à cette vidéo. Je les en remercie une nouvelle fois. Et moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Regardez du cinéma asiatique parce que je vous ai prouvé que ça déchire. Salut!